Je vous remercie pour l'invitation. Je félicite le MONCA pour cette initiative très importante. Ma communication fait écho à celle des doyens Malim Bodj et professeur Magad Cissé sur la violence d'État, pour ma part, puisque les luttes de libération sont, entre autres, en opposition à la violence d'État, mais que celle-ci s'abat face aux luttes de libération. Et on voit que, à travers l'histoire du Sénégal, à la fois l'histoire coloniale, mais aussi post-coloniale, il y a la violence d'État qui jalonne cette histoire, mais que les luttes de libération également ont arraché des victoires démocratiques. Mon intervention portera donc sur d'abord un état des lieux un peu du continuum répressif, comment la violence d'État dans le Sénégal post-indépendance en est arrivé là avec ces structures, avec cette culture de la répression. Donc ça, évidemment, ça a ses racines dans la culture répressive coloniale française. Dans un second temps, on verra ce mythe de la vitrine démocratique sénégalaise qui est tant vanté aujourd'hui lorsqu'on parle des reculs considérables que la démocratie a connus. Cette vitrine, en réalité, a été construite en grande partie sur une mythologie aussi autour de la figure de Senghor. Et finalement, on verra comment cette histoire porte écho à une actualité brûlante. On peut remonter la violence d'État à loin dans l'histoire, on peut remonter au XVIIe siècle avec la restructuration de la police française, mais j'ai choisi ce moment charnière de la Première Guerre mondiale et de l'après-Première Guerre mondiale, puisque c'est à ce moment-là où il y a une intensification de la lutte contre la colonisation. Celle-ci n'a pas commencé au XXe siècle, mais bien avant. Dès qu'il y a eu colonisation, il y a eu résistance également. Mais en tout cas, au niveau de la structuration du service de surveillance au sein de l'Empire français, il y a une dialectique entre la surveillance dans le contexte colonial métropolitain français et la surveillance dans le contexte colonial, ce qu'ils appelaient ultramarin, donc au sein des colonies même. Donc il y a en 1916 et en 1918 la formation de deux services décisifs dans la surveillance des militants anti-impérialistes que sont le service de contrôle et d'assistance en France des indigènes et un deuxième service en AOF. Celui-ci, le premier notamment, sera à la charge de surveiller la mine Arfan Senghor. La mine Arfan Senghor fait partie de ces militants-là qui, dans l'après-Première Guerre mondiale, s'activent contre la colonisation et porteront un coup sur la légitimité populaire, en tout cas, du projet colonial. Ils démontreront par des discours, par des actions, par une mobilisation que le système colonial n'est pas indéboulonnable. Et donc dans ce contexte, je fais un bref aperçu, le système colonial par des mouvements successifs est remis en cause. La Seconde Guerre mondiale sera décisive dans cela, avec dans son sillage les luttes de libération en Indochine et en Algérie, qui porteront un gros coup sur l'empire colonial français, et les architectes de cet empire-là mettront en place progressivement le système de la France-Afrique, qui est né avant les indépendances, c'est-à-dire essayer de coopter des élites pour faire en sorte que, pour reprendre l'expression d'Edgar Faure, que la France quitte l'Afrique pour mieux y rester. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'intervient cette déclaration de Pierre Messmer, le haut-commissaire de la République du Cameroun, entre 56 et 58, qui déclarait la chose suivante: nous avons accordé l'indépendance à ceux qui l'a demandé le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui l'a demandé avec le plus d'intransigeance. Donc on voit bien déjà cette restructuration et comment les États post-indépendance se verront transférer non seulement par des accords de coopération, mais également une culture répressive, notamment par des structures, nommément le service de sécurité extérieure de la communauté, le service de renseignement extérieur, mais également le service de coopération technique internationale de police, qui était chargé de former les nouvelles polices nationales. Et donc, dès les premières années après l'indépendance, les polices nationales sénégalaises, voltaïques, béninoises, soudanaises sont formées par d'anciens officiers coloniaux. Vous voyez donc le transfert qui se fait de manière très directe dans l'ère dite coloniale et dite post-coloniale entre les structures et également la culture de répression. On en arrive donc avec un exemple emblématique qui est la guerre au Cameroun, cette insurrection menée notamment par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, avec ces leaders que vous voyez ici à l'écran, qui ont été tous systématiquement éliminés et assassinés, qui est un laboratoire d'une contre-insurrection france-africaine, puisque à la fin des années 50, la contre-insurrection qui se fait concomitamment avec la guerre d'Algérie, la contre-insurrection en Algérie, mute après l'indépendance nominale en méthode de gouvernement, sous le gouvernement de Amadou Ahidjo. Et donc dans le contexte du Sénégal, on voit ce glissement également à partir de la signature des accords de transfert de compétences. Et là, la sémantique est importante, puisqu'on parle de transfert de compétences, donc les compétences qui régissent la souveraineté, mais arrimés à ces accords de transfert de compétences étaient des accords de coopération qui régissaient la majorité des aspects de la vie économique, politique, monétaire, donc avec le franc CFA, éducationnel, culturel. Et très rapidement,
sous le régime de Senghor, se met en place une double stratégie qui vise à renforcer l'exécutif par des mécanismes institutionnels, donc par un code pénal, par une nouvelle constitution, et avec cela, maintenir la culture de répression qui remonte à cette culture coloniale, en affaiblissant l'opposition par des mesures et des pratiques coercitives. On voit cette double stratégie mise en œuvre par l'interdiction des partis de l'opposition, notamment le Parti africain de l'indépendance en 1960, et puis les partis successifs du professeur Cheikh Anta Diop, le Bloc des masses sénégalaises et le Front national sénégalais. Avec cette interdiction des partis d'opposition, il y a également l'interdiction des syndicats, l'interdiction d'associations étudiantes. À cela s'ajoute la concentration des pouvoirs dans l'exécutif, donc la Constitution de 1963 qui fait suite à l'écartement de Mamadou Dia du pouvoir. On retrouve les effets encore très concrets de cette Constitution aujourd'hui, avec un hyper-présidentialisme qui fait que à la fois les corps intermédiaires, mais également la séparation des pouvoirs n'est absolument pas respectée. Et donc, par cet arrimage du pouvoir judiciaire avec l'exécutif, par la création d'un tribunal spécial, dont la visée était de juger spécifiquement les militants politiques de l'opposition, et un code pénal particulièrement répressif, avec notamment l'article 80 que l'on retrouve toujours aujourd'hui. À cela se déploient des pratiques coercitives, notamment l'intimidation psychologique d'opposants, que ce soit pour le Parti africain d'indépendance, le PRA Sénégal et divers opposants, l'expulsion et la conscription dans l'armée d'étudiants contestataires, l'utilisation et l'usage de balles réelles en manifestation, qui évidemment n'était pas autorisé, ainsi que la torture physique en prison. Je parlais tantôt du Parti africain d'indépendance qui, dès 1960, même avant l'éclatement de la Fédération du Mali, puisqu'il faut rappeler que l'indépendance du Sénégal se fait d'abord sous la forme d'une fédération à deux, entre la République du Sénégal et celle du Soudan. Elle éclatera au bout de 2 mois, mais même avant l'éclatement de la Fédération du Mali, on voit déjà la dissolution du Parti africain d'indépendance, qui est très rapidement contraint à la clandestinité et qui continuera à procéder dans la clandestinité, mais évidemment dans des conditions tout autres. On voit que la rupture entre Senghor et Mamadou Dia marque un tournant, puisque jusque-là, le Parti africain de l'indépendance avait certes été dissous, mais cette rupture-là marque également un écartement des voix discordantes à l'intérieur du parti au pouvoir. Donc il y a la rupture entre Senghor et Dia, qui ouvre les vannes à un hyper-présidentialisme qui fait que l'exécutif est omnipotent. C'est là où on voit la jonction entre le contrôle de la législation avec la culture répressive. Quelques autres exemples avant de conclure. Le massacre des Allées du centenaire du 1er décembre 1963 montre cette jonction entre cette double stratégie, puisque le 1er décembre 1963, qui fait écho au massacre de Tiaroy de 1er décembre 1944, l'opposition ne se voit pas accorder la possibilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle, et lors de sa manifestation contestant les résultats, se fait sévèrement réprimer. Le bilan officiel est de 40 morts, mais on parle de plusieurs centaines de morts et des centaines de blessés également. Également l'exemple de mai 68, où le pouvoir vacille, et donc c'est là où on voit l'enjeu des luttes de libération face à la violence d'État, puisque pour un temps, Senghor songea à remettre le pouvoir aux militaires, ce qu'il refusa, mais pour élargir leur champ de compétences. Et dans le siège de l'après-mai 68, dans les années qui ont suivi, il y a eu cette double stratégie d'essayer d'attirer les intellectuels vers le pouvoir, mais en même temps en réprimant l'opposition. On voit un exemple emblématique de cela avec la visite du président français Pompidou à Dakar en 71, qui est largement contestée par une opposition toujours dans la clandestinité. Il y aura une tentative d'attentat inachevé qui n'aboutira pas, mais dont les sentences et les condamnations sur leurs auteurs seront extrêmement importantes. Et on voit là l'importance pour la présidence de Senghor de marquer le coup et de montrer un précédent de quiconque essaie de mettre à mal les institutions, ou en tout cas même d'en contester, ne serait-ce que par le verbe, se verra condamné à des peines de prison et d'intimidation importantes. Donc je pense qu'on tire vers la fin, mais je prenais l'exemple d'Omar Blondin Diop, un exemple évidemment emblématique de la violence d'État, torture physique en prison, crime d'État maquillé, notamment par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean Collin, qui est emblématique de cette continuité coloniale dans l'ère post-néocoloniale. Jean Collin, ancien administrateur colonial devenu ministre de l'Intérieur. Et malgré tout, on comprend qu'il y a cette volonté de temporiser, de calmer le jeu en ouvrant le multipartisme, mais tout en écartant les opposants qui seraient les plus radicaux. Donc évidemment, la gauche clandestine n'est pas autorisée, de même que le RND, le Rassemblement National Démocratique du professeur Cheikh Anta Diop, qui ne sera autorisé que après le départ de Senghor. Et donc c'est au départ de Senghor que le multipartisme intégral est normalisé, dans un contexte où il y a une démultiplication des partis politiques, mais il faut bien comprendre que ce multipartisme est également le résultat des luttes de libération, justement.
Mais dans le Sénégal d'aujourd'hui, il y a des reculs démocratiques qui remontent à plus d'un demi-siècle. Il s'agissait, avec la dissolution du PASTEF, de la première dissolution d'un parti d'opposition depuis 60 ans, depuis le Front National Sénégalais de Cheikh Anta Diop. Avec la répression de juin 2023, il s'agit de la plus large répression politique depuis 60 ans également, depuis le massacre des Allées du Centenaire. La liberté d'expression est considérablement mise en cause aujourd'hui, et s'opposer est devenu un risque à sa vie politique et physique.